Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clara Diebold, je suis chargée de projet européen à la C3A. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Yann Mathias qui travaille avec moi à la C3A et de Elsa Leveder qui travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. On vous souhaite la bienvenue dans le cycle de webinaires Les Innov Lunch qui est porté par l'Association des chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique, AC3A, et ses chambres adhérentes des Pays de Loire, Bretagne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Le concept, c'est que durant tout le mois de novembre, on vous invite à venir avec votre lunchbox les lundis, mardis et jeudis de 12h à 12h30 pour découvrir 7 projets européens portés par l'association et ses adhérentes autour de l'innovation en agriculture. Je reviendrai sur la suite du programme des webinaires tout à la fin de ce webinaire. Avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel. Les webinaires sont enregistrés. Tous les replays seront normalement disponibles sur la chaîne YouTube de la C3A d'ici quelques semaines. Par défaut, les micros et caméras des participants sont coupés. On ne voit à l'image que les intervenants et les organisateurs. Néanmoins, je vous invite à contribuer, questionner, réagir via l'onglet questions et réponses qui se trouve normalement en haut ou en bas de votre écran. On aura un temps dédié pour les réponses à vos questions à la fin des présentations. Aujourd'hui, on va vous parler du projet Buffer Plus en compagnie d'Elsa Leveder qui travaille sur la question de notre addiction à la tourbe dans nos terreaux de culture. Vaste sujet. Avant ça, je vais juste vous glisser quelques éléments de contexte sur le projet dont je suis chargée de projet. Le projet Buffer Plus a pour objectif principal de préserver les tourbières pour en faire des réservoirs de carbone, d'eau et de biodiversité, tout en soutenant les acteurs économiques des territoires concernés et en travaillant sur l'adaptation des modèles économiques. C'est un projet qui réunit 21 partenaires européens de France, d'Irlande, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. En France, on a comme partenaires les 3 chambres d'agriculture de Normandie, Bretagne, Pays de Loire, qui accompagnent la C3A. C'est un projet qui est financé par le programme Interreg Europe du Nord-Ouest. On dispose de 9,7 millions d'euros pour mener nos activités, qui sont financées à 60% par le Fonds FEDER via le programme Interreg. Concernant la France, je vous ai mis une petite carte de nos sites pilotes. On a en tout 6 sites pilotes sur lesquels on travaille actuellement. 2 en Pays de Loire, en Brière et dans les marais de l'Erdre, près de Nantes et Saint-Nazaire. 1 dans le Finistère, qui est le site des Monts d'Arrée, et 3 en Normandie, avec les marais du Cotentin et du Bessin, le marais du Grand Azé et le marais Vernier. Et au sein du projet, on a 3 grands lots d'activités. Le premier, c'est la restauration éco-hydrologique des tourbières. Le deuxième, c'est l'amélioration de la gouvernance de ces territoires. Et enfin, le troisième, qui est porté par la C3A avec mon collègue Yann Mathias, ici présent, agroéconomiste, ce sont l'adaptation des modèles économiques et en particulier agricoles. Et sur ce volet, on travaille sur le premier volet, les terreaux sans tourbe, et Elsa va nous en parler aujourd'hui. Le deuxième modèle économique, c'est les paiements pour services environnementaux. On aura un webinaire dédié le 20 novembre. Et enfin, Yann vous en parlera le 27 novembre, je crois, les nouvelles filières qui sont adaptées en tourbière à des niveaux d'eau très élevés, donc filières aussi bien de culture que d'élevage. Et maintenant, je vais passer la parole à notre collègue Elsa, qui va vous parler des terreaux sans tourbe. Bonjour à tous, donc Elsa Leveder, je suis chargée de mission économie circulaire et énergie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je suis basée à Nantes et donc je travaille sur ce projet Buffer Plus depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On va commencer par un petit quiz pour essayer d'évaluer un peu quelles sont vos connaissances sur la présence de tourbe dans les terreaux, et puis aussi ça permet de susciter des interrogations et de voir
d'approcher, enfin d'introduire le sujet. Donc, dans quel pays extrait-on la tourbe aujourd'hui? L'Irlande, la France, les pays baltes ou les Pays-Bas? Quelles sont les utilisations de la tourbe? Est-ce que la tourbe aujourd'hui, elle est utilisée pour produire de l'électricité, pour produire de la chaleur ou des supports de culture? Et puis, troisième et dernière question, je ne la vois pas parce que du coup, est-ce que je peux supprimer? Oui. Quels sont les champions de la production de terreau en Europe? La Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Je vous laisse 5 minutes pour répondre. Normalement, je pense qu'ils ont tous répondu. Ok, ça marche. Dans quel pays extrait-on la tourbe aujourd'hui? Donc en fait, les Pays-Bas sont la principale source de tourbe européenne en Europe et la quasi unique source de tourbe. Voilà. En Irlande, qui est un pays historiquement très producteur de tourbe, on n'extrait plus de tourbe aujourd'hui depuis quelques années. En France, on en a extrait, mais ça a fortement diminué depuis quelques dizaines d'années. Et surtout, c'est aujourd'hui complètement terminé, même dans le dernier site présent en Normandie. Et les Pays-Bas, on le verra plus tard, qui sont un pays très utilisateur de tourbe, ne sont pas producteurs et sont importateurs à 100%. Les utilisations de la tourbe, c'est à la fois pour produire de l'électricité par combustion et mise en place, enfin entraînement des turbines, production de chaleur comme on le fait historiquement partout dans les pays tourbeux en brûlant des bûchettes de tourbe séchées. Et les supports de culture, c'est-à-dire voilà, en utilisation non plus énergie, mais une utilisation de matière pour pouvoir faire pousser des plantes. Donc les trois items étaient vrais. Et champion de la production de terreau, eh ben, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que c'est principalement l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont producteurs de terreau, mais l'Italie et la France sont pas très loin derrière, avec à peu près la moitié de la production de ce qu'on peut faire en Allemagne. Voilà. Bon, je vais passer à la présentation à proprement parler. Donc, la tourbe et l'extraction de la tourbe est fortement émettrice, enfin productrice de gaz à effet de serre. Donc, pour des objectifs principalement climatiques aujourd'hui, même si ce ne sont pas les seuls, il y a des réglementations qui sont mises en place dans un certain nombre de pays du nord de l'Europe pour contraindre soit l'extraction, soit l'utilisation de la tourbe. Voilà, donc un exemple qui est le pays le plus avancé sur ce sujet, c'est l'exemple du Royaume-Uni, pays qui a commencé par mettre en place une démarche pour inciter voilà, à la fois, enfin, toute la filière à diminuer l'utilisation de tourbe dans la fabrication des terreaux. Ça s'est déroulé sur une bonne dizaine d'années. Et puis finalement, du fait de l'échec enfin l'échec en tout cas partiel, mais en tout cas les objectifs n'étaient pas complètement atteints, il y a finalement une obligation réglementaire qui a été mise en place, ce qu'on peut voir là, la loi est tombée en 2002, pour interdire complètement l'utilisation de la tourbe dans les terreaux en 2025 pour les particuliers, et avec un objectif en 2027 pour les professionnels, donc les agriculteurs. Avec des exemptions malgré tout pour les agriculteurs utilisateurs en maraîchage, notamment pour le semis en petite motte, parce que là c'est vraiment extrêmement difficile de se passer de tourbe, et puis dans la production de champignons, dans les champignonnières. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des grosses différences d'un pays à l'autre dans l'utilisation de la tourbe dans les terreaux. Des pays historiquement extracteurs tels que l'Allemagne, par exemple, ou l'Irlande ou l'Écosse, initialement, ils avaient des taux de tourbe très très importants parce que c'était un matériau local et pas cher, voilà, avec des taux de tourbe proches de 90%. Alors qu'en France, pays beaucoup moins producteur de tourbe, on était déjà, voilà, il y a plusieurs dizaines d'années, à 50% de tourbe. Et on y est toujours.
On va passer à la diapo suivante. Alors, quelles sont les alternatives? Parce que malgré tout, la demande, elle est là. Quelles sont les alternatives pour remplacer la tourbe dans les supports de culture? Donc, il y a 4 alternatives principales. Les sous-produits issus de l'industrie du bois, que sont les fibres, les copeaux ou la sciure. Les écorces, voilà, qui sont très présents notamment en France autour de la forêt des Landes. Les composts de déchets verts et ce qu'on appelle le coir de coco, qui est un sous-produit de l'extraction de la fibre des noix de coco. Et la difficulté, c'est de trouver des matériaux avec des propriétés relativement proches de celles de la tourbe, qui est un matériau, alors un peu comme le plastique, hein, on dit souvent le plastique c'est fantastique, mais en fait la tourbe c'est un peu pareil, c'est un matériau qu'on a du mal à remplacer parce qu'il a une extrêmement bonne capacité de rétention en eau, d'où l'importance hein, pour les semis, notamment les semis de plantes, avec un pH bas. Un prix très réduit parce qu'en fait, c'est comme une ressource fossile, on peut l'extraire pendant très rapidement et pendant un certain nombre de dizaines d'années sans en voir voilà, le bout. Et une disponibilité très importante dans certains pays, tels que le sont les pays du nord de l'Europe. Donc, les 4 matériaux alternatifs dont je vous ai parlé, en fait, la question c'est est-ce que si on interdisait totalement la tourbe en Europe, purement d'un point de vue gisement, d'un point de vue quantité, est-ce qu'on serait capable de remplacer cette tourbe par ces 4 matériaux? Il s'avère que, aussi bien pour les coproduits du bois que sont fibres, copeaux et sciure, que pour les écorces, on arriverait complètement à être autosuffisant. Par contre, ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes, il faut les mélanger à d'autres matériaux pour pouvoir voilà, remplacer la tourbe. Et il se trouve que le compost en déchets verts, donc le 3e matériau alternatif, lui, pour le moment, n'est pas autosuffisant. Il faudrait massifier les collectes de déchets verts et les systématiser si on voulait pouvoir en avoir suffisamment. Et enfin, le 4e matériau, le coir de coco. Alors ça, pour le coup, on ne sera jamais autosuffisant en Europe. Par contre, il y a des gisements importants dans les pays asiatiques, notamment. Il y en aurait suffisamment pour remplacer la tourbe. Par contre, on a la concurrence des pays asiatiques et notamment la Chine qui commence à développer très fortement leur filière de production de supports de culture qui pourrait nous poser souci dans les dizaines d'années à venir. Et donc, d'où l'intérêt du projet Buffer Plus, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de trouver des gisements de biomasse, enfin c'est toujours de trouver des gisements de biomasse locaux qui permettent de se substituer, par exemple, au coir de coco, pour pouvoir fabriquer un matériau alternatif. Et c'est en cours. On a notamment testé, nous, en Pays de la Loire, les litières de marais qui sont récoltées par les agriculteurs pour pouvoir pailler dans les stabulations les bovins. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà, donc on a un peu fait le tour de la question d'un point de vue quantitatif. Maintenant, c'est d'un point de vue agronomique, faisabilité technique, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on pourrait trouver des matériaux alternatifs à la tourbe, a priori en quantité relativement suffisante si on développe les filières d'approvisionnement. Cependant, il y a quand même des limites techniques pour les agriculteurs à remplacer la terreau par ces matériaux alternatifs, enfin la tourbe par ces matériaux alternatifs dans leur terreau. On n'obtient pas tout à fait les mêmes propriétés pour les supports de culture, et notamment en termes de capacité de rétention en eau. La conséquence, et c'est ce qu'ont pu expérimenter notamment les Britanniques, hein, puisque du coup la réglementation elle est en place d'ores et déjà chez eux et ça fait longtemps qu'ils y travaillent, c'est qu'il va falloir irriguer de manière différente et notamment irriguer plus fréquemment, un petit peu plus abondamment, mais c'est pas tant la quantité en eau que la régularité et la fréquence d'irrigation qui vont changer.
Donc ça, ça ne peut pas se décider et se mettre en place du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs soient formés, puissent faire des tests et puis faire adapter leur matériel d'arrosage. Et puis, il y a aussi des conséquences sur la fertilisation azotée, avec notamment, en France en particulier, on utilise beaucoup d'écorce de bois pour remplacer la tourbe. Et c'est une écorce de bois qui est plus ou moins compostée, mais qui en tout cas entraîne une dynamique de l'azote assez différente de celle de la tourbe. Et donc, ça veut dire qu'il faut fertiliser de manière différente aussi les jeunes plants, les pousses et éventuellement les plants de plus grande taille quand on est dans des pépinières, par exemple. Donc ça, c'est possible, ou en tout cas, ça doit l'être, mais ça veut dire qu'il faut un temps d'adaptation et un dispositif pour accompagner les agriculteurs dans ces transformations. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Donc, n'hésitez pas à... Enfin, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou des remarques. Merci beaucoup, Elsa. Yann, je t'ai laissé surveiller les questions. Est-ce que tu as des questions pour Elsa? Alors, j'ai une première question. Quelle demande pour le terreau s'entoure aujourd'hui en ses parents professionnels particuliers? Et puis, si tu as un regard sur la France et comment le différencier de la demande au niveau européen? Oui. Alors, à l'échelle européenne, en fait, la demande en terreau sans tourbe ou moins tourbeux, parce que c'est vrai que le terreau sans tourbe, voilà, il faut pouvoir un peu modérer voilà, le sujet du sans tourbe. La première priorité, c'est déjà de réduire la part de tourbe. Mais la demande, elle vient principalement suite à une sensibilisation et des campagnes d'information, que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels, des agriculteurs utilisateurs. Donc aujourd'hui, en France, la demande de terreau sans tourbe, elle est assez réduite parce qu'il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation qui ont été mises en place. Dans les pays où ça a été mis en place, la demande est venue particulièrement des particuliers, et puis dans un second temps des professionnels aussi pour des questions d'adaptation et de crainte, on va dire, de la mise en place de politiques voilà, contraignantes. Et du coup, le marché et l'offre se sont adaptés à cette demande. En France aujourd'hui, quand on interroge les agriculteurs, c'est vrai que il n'y a pas de, il y a une, comment dire, une conscience du fait que l'utilisation de la tourbe et l'extraction de la tourbe est problématique sans qu'elle soit forcément bien comprise. Enfin, qu'elle soit bien, que la problématique soit bien comprise par les agriculteurs. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que les producteurs de terreau sont en capacité de faire des propositions de terreau avec des taux de tourbe réduits, voire nuls. Cependant, là, ça reste une niche. Ok. Alors, j'ai une autre question sur la traçabilité des terreaux. Critères avec ou sans tourbe, est-ce qu'aujourd'hui c'est mis en place cette traçabilité et est-ce que c'est fiable? Alors, le degré de fiabilité, je ne le connais pas. Je pense que voilà, on peut quand même relativement faire confiance aux producteurs sur ces aspects-là. Les composants des supports de culture, ils sont à afficher, ils sont réglementairement obligatoire sur soit voilà, les bons de livraison, soit sur les sacs de terreau quand on parle des particuliers qui vont s'approvisionner, soit dans un supermarché, soit dans un magasin spécialisé dans la jardinerie. Et aujourd'hui, on peut trouver, hein, alors plutôt en jardinerie qu'en supermarché, mais on peut trouver des sacs de terreau sans tourbe. Faut demander et un peu chercher, mais c'est vraiment possible. Après, en termes de traçabilité et de fiabilité de la traçabilité, ça, je j'ai pas de regard. Ok, merci. Autre question.
Donc, quel prix des différentes alternatives en comparaison avec la tourbe? Alors en Allemagne, il y a un surcoût pour l'achat de terreau sans tourbe ou moins tourbeux, il y a un surcoût. Entre autres parce qu'en fait la tourbe, elle est vraiment extraite à proximité et que du coup c'est un matériau qui est pas cher parce qu'il a été peu transporté. En France, le différentiel il est faible parce qu'en fait il a fallu importer la tourbe depuis les pays baltes ou l'Allemagne jusqu'en France et que ce qui coûte cher dans les supports de culture, en fait, c'est le transport. Aussi bien des matières premières que du terreau une fois qu'il est composé jusqu'au lieu de vente. Donc moi, j'ai des témoignages d'agriculteurs qui, les années passées, suite à la flambée des coûts de l'énergie et des coûts des transports, ont réussi à maintenir leur poste d'achat de terreau grâce à l'achat de terreau moins tourbeux ou non tourbeux, Ok, avec du coup des matières premières d'origine beaucoup plus locale, enfin en tout cas donc, française. donc il y a aussi quelque chose d'un petit peu lié à la conjoncture dans ces évolutions de prix. Mhm. Donc j'ai une autre question encore. Donc, d'où viennent les alternatives à la tourbe, notamment le coco? Alors, le coco, le cueilleur de coco vient des pays asiatiques, donc il est transporté jusqu'en Europe pour pouvoir se substituer à la tourbe. Donc il y a effectivement, parce que c'est souvent la remarque et le reproche qui est fait au cueilleur de coco, il y a un bilan gaz à effet de serre, un bilan carbone qui n'est pas formidable. Cependant, il est bien meilleur que celui de l'extraction de la tourbe. Et d'autre part, d'un point de vue économie circulaire, aujourd'hui, le cueilleur de coco, il est très peu valorisé en fait. C'est un déchet qui reste déchet et qui n'est pas utilisé dans les pays producteurs de coco, de fibres de coco. Donc, il faut aussi voir cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est là aussi la valorisation d'un déchet qui sinon serait perdu. Oui, il vient principalement des pays asiatiques et un petit peu d'Afrique, notamment du Congo. Ok, Je propose qu'on arrête là parce qu'il nous reste 4 3 minutes. minutes. Il n'y avait pas d'autres questions? Il pouvait y en avoir une dernière, Allez, la mais ça dernière. dépend du temps. C'est une question en plus qui peut ouvrir le sujet sur une réflexion un peu prospective. Quel avenir on peut attendre pour la réglementation sur la tourbe et le terreau en France? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de tendance à vouloir travailler sur ce sujet, moi, dans ce que j'en ai perçu. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce sujet il émerge en France, ce sera plutôt par le biais d'incitations européennes. Et il y a notamment une réglementation européenne qui est en travail sur l'état de santé des sols. Donc c'est pas, ce serait possible que ce soit par ce biais-là et par le biais de la santé des sols en général que le sujet de la présence de tourbe dans les terreaux et les supports de culture en France puisse émerger. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Merci Elsa pour ta participation. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus de manière globale sur toutes les activités du projet Buffer Plus, on a une newsletter alors qui est en anglais, qui est publiée par le chef de file du projet, mais où vous pourrez retrouver toutes les actualités de ce qu'on fait. Je remercie Elsa pour sa participation aujourd'hui, mon collègue Yann pour son soutien technique et tous les participants. Et je vous donne très vite rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres Innov Lunch. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bon appétit.